Bonsoir. Alors, nous sommes très contents de vous recevoir ce soir pour la dernière masterclass parisienne de Hors-Champ Rencontre de cinéma avec Cédric Kahn, dans un cadre très particulier, étant donné que c'est à l'occasion du festival Les Arcs Film Festival, qui a lieu donc aux Arcs du 15 au 22 décembre 2018, donc le mois prochain. Voilà un an maintenant que nous sommes partenaires, enfin on a été partenaires de la dernière édition et de celle-ci une fois de plus. C'est une histoire qui commence, on peut le dire, et une belle histoire, car voilà, nous voyageons depuis plusieurs années dans divers festivals, institutions, et c'est le premier où l'on peut le dire, on s'est senti vraiment comme chez nous, et on s'est surtout éclaté, quoi. C'est un festival extraordinaire, un festival d'un dynamisme et d'une jeunesse, enfin, c'est formidable. On a animé une masterclass avec Céline Sciamma à l'édition précédente, et le 18 décembre, cette année, nous recevrons Romain Duris, puis le 20, Valeria Bruni-Tedeschi. C'est l'inverse, il me semble. Mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous rejoindre sur place pour profiter de ces masterclass et surtout de la programmation exceptionnelle du festival. L'année dernière, on a découvert des films qui, honnêtement, ont été les plus beaux que nous avions vus de l'année, qui entament la richesse du cinéma européen actuel, qui chaque année d'ailleurs mettent à l'honneur un pays. Cette année c'est la Pologne. Donc voilà, on est très heureux d'être partenaire de ce festival, surtout c'est un des premiers qui nous a fait confiance au point de nous intégrer réellement à la programmation. Donc on remercie l'équipe qui est dans la salle aujourd'hui. On remercie aussi, étant donné que c'est la fin d'année, Candice Pelletier qui est la directrice du cinéma et toute son équipe. Merci Candice. Nous remercions aussi Valérie, la présidente d'Hors-Champ Rencontre de cinéma. Nos parrains, donc Thierry Frémaux pour le cinéma, Lydie Sadin et Alain Mingan pour la photographie, car effectivement, il y a aussi Hors-Champ Rencontre de photographie, le nouveau bébé d'Hors-Champ qui est né le mois dernier. Nous remercions toute l'équipe, car nous sommes essentiellement, j'allais dire, mais en fait intégralement composés de bénévoles. On est voilà, une bande de jeunes qui souhaitions, il y a 4 ans, créer un lien entre cinéaste et public. Voilà, le premier public de nos masterclass, c'est nous-mêmes. Donc tout à l'heure, nous espérons que vous prendrez la parole pour aussi discuter avec Cédric Kahn, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir avec nous. Voilà, donc nous allons d'abord prendre la parole pour essayer de déceler la cohérence de cette œuvre assez éclectique, mais avec des thèmes récurrents comme la foi, l'existentialisme. Bon, Cédric Kahn se moquait de moi un peu tout à l'heure quand je disais ça, mais je vais moi-même lui apprendre, je pense, certains points de sa filmographie. Un cinéaste qui a su aussi filmer les territoires comme peu l'ont fait, originaire de la Drôme. Voilà, je pense que nous en parlerons. Et avant de commencer cette masterclass, je vais vous demander d'applaudir et d'introduire Pierre-Emmanuel Florentin, le directeur du Festival des Arcs. Bien, merci beaucoup. Je vais pas prendre trop de temps parce que je pense que vous êtes là surtout pour voir et entendre Cédric. Moi déjà, je voudrais vous remercier, donc remercier votre association, remercier le travail que fait Hors-Champ depuis déjà 4 ans, et voilà, remercier Léolo et Mathieu. C'est vrai que nous, on est là en ce moment, on est dans la dernière ligne droite pour monter le festival qui va vivre sa 10e édition en décembre, donc ça démarre le 15 décembre. Donc on est vraiment plein pied dans l'organisation. Et on n'a pas pu refuser voilà, cette opportunité de collaboration avec Léolo et Mathieu, parce que c'est un énorme plaisir en fait de voir et de sentir qu'il y a du renouvellement encore dans la cinéphilie, qu'il y a une génération qui se bouge, qui organise des événements. Moi ça me touche vraiment particulièrement, surtout voilà, vous avez 22, 26 ans, et c'est génial ce que vous faites, parce que voilà, vous créez des moments d'échange, vous montrez un cinéma qui est vivant, et c'est ça, je pense, le plus important, de faire en sorte que le cinéma continue à être un art vivant, continue à se renouveler. Nous, en tout cas, aux Arcs, on en est persuadés. C'est ce qu'on essaye de montrer, d'aider les cinéastes à financer leurs films, puisqu'on a un marché de financement qui est important, les aider depuis les écoles de cinéma, et puis les aider à montrer leurs films en salle, à se diffuser, surtout nous en tout cas sur l'axe du cinéma européen. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir que voilà, dans cette salle il y a une majorité de jeunes,
et vous êtes en train de renouveler cette génération de cinéphiles, et le cinéma se renouvelle avec vous, et ça me touche particulièrement. Voilà. Et donc quand on nous a demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble et qui on pourrait inviter ensemble pour cette masterclass, on a évidemment tout de suite pensé, moi, le premier nom qui m'est venu à l'esprit, c'est Cédric Kahn. Et Cédric Kahn, pour plusieurs raisons. Déjà, il était président du Festival des Arcs en 2014, donc c'est quelqu'un qui a marqué une belle édition du festival, quelqu'un avec qui on a beaucoup de liens, avec qui on partage aussi un amour d'une région Rhône-Alpes où on a grandi, et quelqu'un qui fait un cinéma qui nous touche particulièrement et qui est sans cesse aussi en renouvellement. Donc voilà, je voudrais remercier Cédric d'avoir accepté, et puis vous dire, j'espère, à bientôt aux Arcs. Je pense que tu nous as fait une bonne promotion, et voilà, un festival où on s'éclate, où on se sent chez soi, et où on découvre de belles choses. Donc je vous recommande, si ce n'est cette année, peut-être l'année prochaine, de venir. Les portes sont grandes ouvertes. Voilà. Merci beaucoup, et puis bonne soirée à vous. Avant d'introduire le cinéaste pour lequel vous êtes venu, nous allons vous projeter la bande-annonce du festival pour vous donner un goût de l'ambiance de l'édition qui arrive. Celui qui est juste ici et qui est juste là, Cédric Kahn. Bravo! Fauteuil rouge. Allez. À la Roberto Succo. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup de venir répondre à nos questions. C'est moi qui vais vous poser la première, qui va peut-être vous paraître un peu bête comme ça, mais qui m'intéresse beaucoup. Salut. Ils auront le droit de poser des questions au bout d'un moment ou ils... Ah non, à tout moment, vous pouvez prendre la parole. C'est important de dire. Parce que moi, j'ai autant de plaisir à dialoguer avec une salle. Non, c'est toujours la règle. Vous pouvez évidemment nous interrompre à tout moment, poser vos questions. Alors, et donc du coup, la première, c'est où en êtes-vous, Cédric Kahn? Comment ça? Dans ma vie professionnelle ou dans ma vie personnelle? Ce que vous voulez, ou si les deux se recoupent? Non, ça ne se recoupe pas. Dans ma vie professionnelle, j'ai retourné un film. J'ai sorti un film cette année qui s'appelle La Prière. Et j'ai vraiment exceptionnellement, parce que je suis plutôt un lent, j'ai retourné cet été un autre film que je suis en train de finir de monter. Et voilà, je vais attaquer ce qu'on appelle les finitions, c'est-à-dire le son. Il sera prêt, voilà, fin janvier. Et si je vous pose cette question aussi, c'est par rapport à vos personnages dans vos films, on a l'impression qu'ils savent jamais vraiment où ils en sont. Ils sont toujours habités par beaucoup de regrets, beaucoup de remords. Et je me demande si c'est aussi votre cas, si vous avez l'impression d'avoir choisi la vie que vous vivez. Oula. Je ne définirais pas forcément mes personnages comme ça, mais en tout cas ils sont habités, ça c'est sûr, ils se posent des questions, ils ont des problèmes. Moi je ne suis pas du tout quelqu'un ni de remords ni de regrets, je regarde très peu en arrière. C'est pour ça d'ailleurs que cet exercice n'est pas si simple pour moi, parce que finalement on va faire un gros retour en arrière. Enfin, parler de mes films faits, en fait, c'est un exercice pour moi compliqué. Parce que finalement, la chose qui m'excite, c'est le film à venir, le film à faire, le film que je suis en train de faire, le film que je vais faire. Enfin, j'adore le projet, j'adore me projeter dans la suite, j'adore le risque, j'adore l'idée de me dire que le film que je vais faire, je ne l'ai pas encore fait. Et en général, j'ai fait déjà quelques masterclass, je trouve le nom très pompeux d'ailleurs. On va dire quoi, c'est un peu une interview générale quoi. En général on fait des interviews sur les films parce qu'on est en promotion, puis voilà, de temps en temps on fait cet exercice qui consiste à passer un peu sur tout ce qu'on a fait.
Et donc à chercher les points communs entre les films et tout ça. Et pour moi, c'est un exercice très compliqué parce que j'ai l'impression de tout le temps m'échapper de moi-même, de faire des choses nouvelles et tout ça. Donc quand à la fin, finalement, quelqu'un vient me dire tout se ressemble, c'est un peu le contraire de la démarche. Mais évidemment, voilà, forcément, les choses se ressemblent. Il y a forcément des... En fait, ça ne me dérange pas qu'il y ait des liens entre les films, qu'il y ait des choses qui se tissent d'un film à l'autre, mais c'est pas forcément une question, moi, personnellement, qui m'intéresse pour avancer et faire d'autres films. Voilà. C'est pas, je ne fonctionne pas avec ça. Et donc, du coup, je n'ai pas du tout répondu à votre question. Savoir si je vais aussi mal que mes personnages, en gros. Non, moi je vais bien. Enfin, je sais pas, non, je suis comme tout le monde, des fois je vais bien, des fois je vais pas bien. Quand je suis face à des gens, j'essaie d'aller bien. Quand je travaille, je vais très bien. J'adore mon travail. Enfin, voilà, si on m'enlevait ça, ça serait vraiment un grand manque dans ma vie. Je sais pas si j'ai choisi ma vie, mais vraiment, je ne peux pas imaginer ma vie sans ce travail-là, cette passion-là. C'est même pas un travail, c'est une passion. Ça m'aide à vivre, en tout cas. Des fois, je me dis que je suis plus doué pour faire du cinéma que pour vivre. Mais cette passion, vous l'aviez suffisamment identifiée tôt pour choisir d'aller vers le cinéma quand vous êtes arrivé ici à Paris? Ouais, quand j'avais 16, j'étais en première, je crois, c'est devenu très clair dans ma tête. Je voulais faire du cinéma. Ce qui était encore plus clair, c'est que je voulais pas du tout faire un travail du lundi au vendredi, du début à la fin de l'année. Enfin, ça, vraiment, pour moi, c'était impossible. Souvent, les gens disent, mais comment vous faites pour supporter cette précarité, le fait de ne pas savoir? Mais je dis, moi, c'est l'inverse, que je ne pourrais pas supporter, en fait. Mais mine de rien, c'est important parce qu'il y a aussi des gens qui se lancent dans ce genre de carrière, les carrières artistiques en général, hein, pas forcément le cinéma, et qui, dans le fond, ne sont pas faits pour ça. Ils sont faits pour... c'est trop angoissant pour eux, ils sont faits pour quelque chose de plus cadré, plus régulier. Ça, c'est important de ne pas se tromper là-dessus. Et moi, je sais que, par exemple, la régularité, c'est quelque chose qui m'angoisse énormément. Ça serait vraiment, pour moi, ça serait terrible. Donc déjà, en tout cas, j'ai choisi, là je peux répondre à votre question, je pense que le mode de vie qui correspond au cinéma, à cette vie de cinéma, enfin à cette vie de création, me correspond tout à fait. Après, c'est pas un mode de vie facile, hein. Il y a plein de moments de vide, il y a des plages de vide comme ça qu'il faut remplir, qui sont en fait des fausses plages de vide. Il y a de l'incertitude, mais voilà, mais ça, je pense que je suis fait pour vivre comme ça. Parce que l'idée, c'est pas de voir si vos films se ressemblent, c'est juste, voilà, vous avez fait 11 films, 11 longs métrages. Enfin, le 11e, vous l'avez pas vu, c'est celui que je suis en train de faire. Mais on essaie de trouver la cohérence de l'œuvre, en tout cas le signal qui est intérieur. Oui, mais ça peut être intéressant. Allez-y. Et donc là, la dernière masterclass qu'on a fait avec Volker Schlendorf, on s'est dit, ouf, là il va falloir lire pour la faire. On a lu son autobio, il parlait beaucoup d'existentialisme, donc on s'est mis dans Sartre, on s'est mis dans tous ces délires, et là on a revu tous vos films, et on s'est dit, mais on est obligé en fait de se poser cette question-là, parce que tous vos personnages se posent un peu cette question, qui est, suis-je condamné à être libre? Ils ont des regrets, ils sont là, ils se disent merde, eux justement ils se retournent en arrière. Alors voilà, vos personnages, est-ce qu'ils sont condamnés à être libres? Ils sont condamnés, je ne comprends même pas la question, parce que je ne fais pas le lien entre la condamnation et la liberté. Dans le sens où finalement, être condamné à être libre, donc on va voir si j'ai bien vu Sartre, s'il y a un philosophe dans la salle, il va sûrement me tabasser en sortant de la salle. Tout est une question de choix. Et vos personnages, on arrive toujours au début de vos films à un moment où il y a un choix qui a quand même vrillé. Absolument. Non, un choix à faire. Un choix à faire. Oui, alors moi, on me l'a dit, hein, alors, du coup, je répète des choses. Alors, moi, je fais des films. Je fais des films avec ce qui me semble correspondre à ce que je suis au moment où je les fais. C'est-à-dire que les films évoluent avec moi, mais non, pas tant que ça. Et puis après, je fais beaucoup d'interviews, donc j'ai beaucoup de retours sur mes films. Donc ça, je les revois pas, les films. En fait. J'ai une particularité, c'est que contrairement à vous, je l'ai fait et c'est une histoire terminée. Mais par contre, on m'en parle beaucoup. Donc à travers les commentaires, ça me donne une image de mes films. Et cette chose-là, et ça, je ne l'ai pas réfuté, une sorte d'existentialisme de mes personnages, ça je reconnais, oui, et en plus, c'est ça que j'aime au cinéma, parce que souvent on parle de la série, tout ça. Ce que j'aime au cinéma, c'est prendre un personnage à un moment. Voilà, de raconter un moment dans la vie d'un personnage dont on comprendrait l'avant et l'après, mais à un moment clé où effectivement le personnage a une sorte de virage, à un endroit clé de son existence, et effectivement, il va probablement se retrouver face à un choix
un choix de vie, et souvent dans ce choix-là, effectivement, il y a la liberté. Mais la question de l'entrave, elle est très importante dans nos vies à tous. Enfin, pourquoi je suis là? Quelle est la part de déterminisme dans le fait d'être là? Qu'est-ce que j'ai choisi dans la situation dans laquelle je vis? C'est-à-dire, voilà, est-ce que c'est le choix de mes parents? Est-ce que c'est le choix de mon milieu social? Est-ce que j'ai été programmé pour être à cet endroit-là? Et puis voilà, quelle conscience j'ai de ce déterminisme et la conscience de classe aussi, enfin la conscience le produit de quoi je suis et qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je fais de ça? C'est-à-dire, est-ce que j'accepte ce sort-là ou est-ce que je décide d'infléchir mon destin, ma vie? Voilà, probablement, il doit y avoir quelque chose comme ça dans mes personnages à chaque fois. D'abord parce que c'est des questions qui me préoccupent beaucoup, mais pas que pour moi, d'ailleurs, pour les autres aussi. Moi, je m'intéresse autant à la vie des autres qu'à la mienne. Donc, il doit y avoir ça, mais pour moi, la seule chose que je comprends de ce que vous dites, c'est le fait de regarder en arrière. À part Les Regrets, qui est un film là-dessus, qui est un film sur une nostalgie du passé, j'ai plutôt l'impression que c'est des personnages qui souffrent de leur présent, de leur vie présente, et qui essayent de dépasser quelque chose. Ils en sont arrivés là, c'est ça. Le présent est tel quel, c'est empirique. Le présent, c'est pas tout d'un coup la merde, c'est petit à petit, ça a mené jusqu'ici. Et j'ai plutôt l'impression que c'est des gens qui sont dans une espèce de crise existentielle et qui se précipitent. Ils sont plutôt dans un moment précipité de leur vie. Il y a quelque chose qui se précipite à ce moment-là, une accélération qui les projette vers un avenir voilà, plus ou moins incertain. Donc j'ai l'impression plutôt de prendre des personnages très en mouvement vers quelque chose. Donc le rapport au passé ne me paraît pas si grand que ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de passé dans la vie, évidemment. Mais vous avez parfaitement répondu à la question. Et c'est des personnages aussi qui ne veulent finalement jamais rentrer dans une case. Donc voilà, ils veulent changer de vie ou aller vers autre chose. Et vous aussi, finalement... Ou alors ils sont dans une cage. Et des fois, ils sont enfermés. Hein. Je pense au personnage de Feu Rouge, qui est inspiré d'un roman de Simon. Après, il faudrait faire film par film, exemple par exemple. Au contraire, je pense même La Prière, qui est finalement un jeune toxicomane qui va chercher à sortir de la toxicomanie, c'est une cage, la toxicomanie. Au contraire, je crois que c'est plutôt des gens qui, dans Les Regrets, il est marié, c'est une espèce d'alliance un peu tristoune. Voilà, c'est plutôt des gens qui cherchent à sortir de leur... qui sont à un endroit, voilà, à un moment, ils sont dans un endroit dont ils cherchent à sortir. Tout à fait. Et non, ce qui est drôle, c'est que je lisais une interview de vous à vos débuts, où vous refusiez qu'on vous considère comme un cinéaste naturaliste et comme un cinéaste d'auteur. Donc vous avez essayé de chambouler ça. Ensuite, pendant 10 ans, voûte, adaptation. Ensuite, vous revenez à l'écriture. Vous semblez aussi être un cinéaste qui ne souhaite pas être enfermé dans une case. C'est vrai. C'est vrai, mais en fait, je suis quand même dans une case. Et maintenant, j'apprends, alors c'est peut-être une évolution positive, j'apprends à être content de la case dans laquelle je suis. C'est pas ça justement aussi vos personnages? La sagesse, je sais pas, en tout cas, moi j'ai pas décidé grand chose au départ, les choses sont allées très vite, j'ai commencé à faire du cinéma très jeune, ça peut paraître arrogant de dire ça, mais ça m'a aussi posé des problèmes, ça a été une grande chance, je mesure cette chance, mais ça a été aussi, c'est-à-dire je me suis un peu fait en faisant du cinéma, j'étais pas vraiment fini quand j'ai commencé à faire du cinéma. Et donc voilà, les choses sont arrivées, j'ai fait des films comme ça, et puis on m'a mis à un endroit, et puis j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'échapper à cet endroit où on m'avait mis, en voulant faire des films, pour dire les choses très simplement, en essayant de faire des films plus commerciaux en fait. Voilà, j'avais une espèce de frustration de ne pas faire des choses plus populaires, plus accessibles. Et puis finalement, j'ai abandonné cette idée, en fait je me suis dit qu'il fallait que je fasse ce que je savais faire, spontanément, naturellement, et donc je suis revenu tranquillement dans ma case, là où j'étais au départ. Mais sauf que maintenant je suis content. Et j'ai une fierté, quoi. L'endroit où je suis dans le cinéma, vraiment il y a plein de cinémas qui cohabitent, en fait. Le cinéma, ça ne veut rien dire. Je suis à un endroit comme ça qui est... Voilà, je suis un peu à la marge, je suis pas vraiment un marginal, je suis pas non plus vraiment dans le système, je suis un marginal du système. Mais du coup, j'ai beaucoup de liberté à cet endroit-là, en fait, parce que je peux travailler avec des acteurs très connus, je peux faire des films sans acteurs connus, je peux faire des films à moyen budget, à petit budget, je peux pas faire des films à très gros budget. Voilà, enfin ça c'est un peu la limite.
Je fais pas énormément d'entrées, mais j'en fais quand même. La presse est bienveillante, plus ou moins, mais toujours plutôt bienveillante. Des fois, elle est très enthousiaste, et des fois, elle est juste bienveillante. Et voilà, et en fait, cet endroit-là, finalement, il est très... À cet endroit-là, j'ai beaucoup de liberté, en fait. Parce que là, j'ai l'impression d'entendre un peu d'Aroussin dans Feu Rouge. Au début, il se morfond dans un truc, il essaye, et en fait, finalement, il se rend compte qu'il était bien là-dedans. Ouais, il y a une histoire d'amour dans Feu Rouge. Il souffre. Il y a une souffrance dans sa situation avec sa femme, et puis il y a une crise de couple qui est aussi, parce que c'est Simon qui est pris dans une chose un peu policière comme ça, et puis finalement il y a un retour vers sa femme. C'est-à-dire que voilà, il y a un moment, la crise aussi permet de se rendre compte que ce qu'on perd est plus précieux que ce qu'on croit gagner. Et c'est vrai que ça revient à ça en fait. C'est vrai, c'est pas faux. Et alors vous avez commencé à évoquer un truc qui est très intéressant. Vous dites qu'on prend vos personnages en plein mouvement, en fait, qui sont en train de se transformer, en train d'aller quelque part. Et justement, il y a une autre récurrence que j'ai remarqué dans vos films, c'est la route, et c'est les déambulations, les trajets qui reviennent tout le temps. Donc est-ce que vous appliquez ça consciemment à ce qui va se passer dans le film et à ce que vous avez filmé? Non, mais c'est vrai que je fais pas un cinéma très psychologique. Voilà, j'ai ce rapport-là. Comme j'ai démarré tôt, finalement, ça aussi, je suis pas arrivé dans le cinéma avec un gros bagage, ni universitaire, ni cinéphile, tout ça, donc j'ai fait beaucoup les choses à l'instinct. Et donc, je pense que c'est lié au fait que je ne fasse pas un cinéma très psychologique. Donc voilà, c'est vrai que je prends les... J'ai l'impression que les choses se racontent par l'action, parce que ce qu'on donne à voir, en fait. On montre une situation et que en fait, il y a de la psychologie, il y a beaucoup de psychologie, mais cette psychologie naît de l'action, naît de... voilà, enfin, il y a pas des... ça ne cherche pas l'explication, en fait. Donc du coup, effectivement, le mouvement devient très important. Parce que vous dites que vous travaillez d'instinct, mais du coup, les scénarios sont presque des modèles d'études dans le scénario, où on dit que le scénario doit être un grand mouvement, en fait, perpétuel, que ça doit être un chemin tracé, et qu'alors en plus, du coup, comme on le voit visuellement, le chemin, ça paraît vraiment très travaillé de ce point de vue-là. Le scénario, voilà, on peut faire un débat sur le scénario, c'est sans fin. Pour moi, un bon scénario, là je vous le dis vraiment de façon, un bon scénario, c'est-à-dire un bon objet, un objet avec lequel je me sens très à l'aise pour tourner. Hein. Je ne vais pas dire ce qu'est un bon scénario pour un... Là, je ne parle pas comme si je jugeais des scénarios, là. Je vous parle d'un bon outil. C'est en général, d'expérience, un scénario que j'ai beaucoup travaillé, que j'ai tellement travaillé qu'il devient très très souple. C'est-à-dire que je le connais par cœur et en fait je l'ai tellement travaillé que je peux m'en détacher en fait. Et un bon scénario pour moi, parce que des fois je lis des scénarios de gens, j'en lis même pas mal, et le scénario est très bien écrit, mais tout est verrouillé en fait. Il n'y a pas d'interstice, il n'y a pas d'espace, quoi. Et pour moi, un bon scénario, c'est un scénario où il y a de l'espace pour la mise en scène, pour les acteurs, pour l'inattendu, pour la surprise. Et en général, mes films finis ne ressemblent pas tellement au scénario écrit. Donc en fait, quand vous parlez du scénario, vous parlez de ce que vous devinez du scénario dans le film fini. En fait, c'est pas vraiment le scénario. Mais c'est le scénario, bien sûr. C'est comme une trame, en fait. C'est comme quelque chose sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Ouais, c'est comme une partition qu'un musicien connaîtrait très très bien, mais dans lequel il pourrait voilà, du coup avoir beaucoup de liberté d'improvisation. Et comme acteur, c'est pareil d'ailleurs. Si je connais très bien le scénario, très bien les intentions du personnage, après je me sens très libre. Et c'est systématique ou est-ce que ça vous est déjà arrivé de filmer un scénario vraiment très proche de ce que vous aviez écrit? Non, mais après, j'ai pas toujours eu les bons scénarios entre les mains. Des fois, j'ai eu des scénarios trop minimalistes, trop indigents. Là, bon, voilà, on a l'impression de tourner autour d'un tout petit périmètre. Des fois, j'ai eu des scénarios trop verrouillés, trop écrits, ce qu'on appelle, moi je trouve, je dirais trop boutiqués. Et des fois, je ressens ça aussi comme spectateur au cinéma. Je sais pas si ça vous parle. On a l'impression de voir un scénario, et ça, c'est un peu gênant. Il y a des scénarios comme ça qui sont un peu rigides, et c'est très compliqué d'en sortir. Et puis on pourrait donner des exemples. Il y a des scénarios dans lesquels je me suis senti très, très à l'aise, parce qu'il y avait en même temps beaucoup de matière, et en même temps beaucoup d'espace. Et ce que je disais, c'est comme du caoutchouc, c'est-à-dire qu'on peut tirer dessus, et puis hop, ça se remet en place. Et puis d'ailleurs, au montage, on revient dans les marques du scénario, mais on revient des fois par des scènes qui ont été rajoutées, et en coupant des scènes qui étaient prévues. Mais le scénario se redessine à l'intérieur de cette matière un peu qui s'est ouverte, quoi. Et vous aviez réussi à obtenir cette souplesse dès votre premier film? Mais là, je parle...
je la cherche pas, cette souplesse. Je me rends compte après coup. Là, je parle vraiment, c'est par observation. C'est-à-dire, je me rends compte après coup, je me dis, ah ben en fait, ce scénario était bon parce que je me suis senti bien en tournant et je me suis senti bien au montage. C'était facile, quoi. Mais je peux pas vraiment la préméditer, cette souplesse. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Il y a le sujet, la richesse du sujet. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'entre le moment où on écrit et le film fini, c'est qu'on découvre des choses du sujet, en fait. Il y a le sujet qu'on croit traiter, puis il y a le sujet qu'on traite. Il y a quelque chose qui apparaît au fur et à mesure de... C'est ça qui est particulier avec le cinéma, contrairement à un peintre ou peut-être un écrivain, c'est qu'il y a beaucoup d'étapes, ça passe entre les mains de beaucoup de gens, le cinéma. Et il y a quelque chose qui se révèle, en fait. Ou qui ne se révèle pas. Des fois, on croit qu'il y a quelque chose. On ne sait pas, en fait. Hein. Et c'est encore pareil aujourd'hui. Moi, je démarre un film, je ne sais pas quelle va être exactement l'histoire du film. Il y a des choses qui ne se révèlent pas. La rencontre avec les acteurs, entre les acteurs et les personnages ne se fait pas, ou elle ne se fait pas de façon... Ça ne se développe pas. Enfin, je sais pas. Il y a plein d'étapes décisives dans le fait qu'un film... il se passe quelque chose, que le film devienne intéressant. Donc après coup, ouais, moi, il y a des films que j'ai fait que j'aime moins, hein, bien sûr. Je peux en parler très facilement. C'est une raison liée au scénario? Ben tout ça, ça n'a pas opéré, quoi. Après, si je refais le film à l'envers, le fil du film, je peux me dire, bah, c'est parce qu'il y avait un problème dans le scénario, mais je ne le sais pas au moment où je le fais. Je fais un scénario, puis je cherche les acteurs, puis les acteurs, ceux que je voulais ne veulent pas, donc j'en prends d'autres. Et des fois, ce changement, il est génial. Par exemple, pour l'ennui, si on prend l'exemple de l'ennui, j'ai cherché la fille pendant longtemps, des mois et des mois. J'ai eu beaucoup de refus, le film faisait très peur aux actrices, aux jeunes actrices, et finalement, la fille qui a fait le film, ça a été vraiment un miracle. C'est-à-dire que on ne peut pas imaginer une autre actrice qu'elle. Et puis, j'ai eu l'inverse, des films où j'ai cherché des acteurs, et puis finalement, les acteurs que j'ai pris, ça n'a pas été miraculeux. Ça a été une longue suite de rendez-vous manqués, quoi. Donc c'était quoi la question? Savoir, ah oui, si c'était le scénario le problème? Je sais pas. C'est impossible de savoir où est le problème. Probablement, le problème, ça va être dans le lien au sujet. Dans le lien intime qu'on a au sujet. Parce que des fois, il y a des bonnes idées, mais on n'a pas vraiment un lien intime à ce qu'on raconte. Je sais pas, il n'y a pas cette importance de devoir le dire ou le faire. J'aimerais revenir aux routes dont parlait Mathieu et vous expliquer que vous ne souhaitiez pas faire du cinéma psychologique. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est tous les territoires, les paysages que vont traverser ces personnages et qui vous permettent finalement de filmer et ces territoires, ces paysages, et les paysages émotionnels de ces personnages qui ressentent pendant ces déambulations. Si on prend, je prends l'exemple, si on compare avec, disons, Feu rouge et Vie sauvage, c'est quand même des films qui avancent géographiquement, qui nous permettent de déceler des éléments émotionnels importants, une évolution des personnages de cette façon. Et est-ce que vous, justement, mettre ces personnages face à ces paysages qui défilent, c'est ça qui vous permet de les construire eux et de construire votre mise en scène et votre film, finalement? C'est toujours des personnages qui quand même voyagent. Oui, non, mais je comprends la question, mais il faut que je sois honnête, hein, je ne vais pas faire des théories a posteriori. Non, mais il faut pas. Ouais, non, mais voilà, moi je peux parler, vraiment, j'adore parler de mon travail, mais j'en parle vraiment simplement, comme je fais les choses, que je ne veux pas me construire après coup. Donc non, mais je raconte une histoire d'abord, avant toute chose. Je raconte une histoire et je suis totalement au service de l'histoire que je raconte. Donc si on prend, je pense qu'il n'y a pas tant de routes que ça dans mes films, mais il y a des films importants, il y a beaucoup de routes. Dans tous? Ah vraiment, là, on se les a tous fait défiler. Les personnages, ils prennent la voiture et bam, ils défilent. C'est pour ça non, que là où c'est frappant, c'est dans Roberto Succo, dans Feu rouge, et peut-être dans Vie sauvage, qui va être projeté ce soir. Mais dans les autres... Il y a toujours quand même une forme de déplacement qui permet de conduire le film et de conduire les personnages. Où qu'ils aillent, ça leur permet vraiment d'aller... En tout cas, bon, j'ai fait quelques films où les gens, effectivement, sont soit en cavale, soit en fuite d'eux-mêmes, soit dans un trajet, voilà. Concrètement, il y a du premier degré aussi dans la réalisation d'un film. Donc, effectivement, les gens sont sur la route. Et c'est vrai aussi que la voiture, c'est quand même un lieu de cinéma assez génial, parce que c'est à la fois très intimiste, et puis c'est comme un travelling. C'est un travelling naturel, la voiture, en fait. Ça défile, quoi. Ça défile alors qu'on est assis, qu'on discute ou qu'on ne discute pas d'ailleurs. Mais moi, on m'a dit ça à un moment, à mi-parcours, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de routes et beaucoup de voitures, et donc je me suis astreint à ce qu'il n'y en ait plus. Donc
Non, non, il n'y en a plus qu'un agent. C'est pour ça que ça me perturbe. Vous essayez d'échapper à une cohérence ou à un motif récurrent. Ah bah moi j'essaie d'échapper à tout ce qu'on dit sur moi. Les cinéastes ils sont obsessionnels forcément. On retrouve des... Je sais pas, Haneke il fait des films quand même très différents. On retrouve toujours... finalement... Mais ce qui est intéressant, c'est d'échapper à ses obsessions et que les obsessions soient là quand même. Mais ça vous faites pas exprès. D'être complaisant avec ses obsessions, ça n'a aucun intérêt. Là je de l'intérieur. Moi de me répéter ça ne m'intéresse pas. Mais de me répéter malgré moi, ça c'est plus intéressant. Il y a forcément un vous qui se traduit dans vos films, et nous on essaye de voir quel est le... Oui, bah, il y a la thématique, c'est des gens qui se cherchent, des gens qui fuient quelque chose, des gens qui sont... Il y a une obsession du mouvement, mais ouais, bah, voilà. Mon dernier film que je suis en train de faire, c'est un huis clos dans une maison. Ça s'arrête enfin. Et vous l'avez écrit? Je l'ai tourné. Et c'est vous qui l'avez écrit? Ah oui, je l'ai fait. Et est-ce que du coup, pour éviter cette récurrence, vous n'avez jamais pensé à commander un scénario? Même vous, c'est vous qui faisiez les adaptations. Est-ce que je pourrais tourner un scénario que je n'ai pas du tout écrit, c'est ça la question? Parce que par exemple, David Cronenberg trouvait un moment qui tournait trop en rond, et du coup il s'est dit je n'écris plus mes films. Ben, j'aimerais bien, j'adorerais qu'on m'apporte un scénario et le tourner. Justement. Mais pour l'instant, ça n'a pas marché. On me propose beaucoup de scénarios, de livres surtout, de séries. Quand je lis une série, parce que alors là, la série c'est un bon exemple parce que c'est très boutiqué, pour le coup, c'est très écrit, c'est très verrouillé. Et moi je suis là, je me dis, mais qu'est-ce que... J'ai l'impression que c'est juste un métier, un travail qu'on me demande en fait. Ouais. Moi ce qui m'intéresse quand même, c'est de me dire où je vais être, enfin, comment je vais pouvoir créer quelque chose, même dans un texte qui n'est pas de moi. Je sais pas, oui, en théorie, oui, bien sûr. J'adorais, mais de toute façon, déjà, j'ai toujours travaillé avec des co-scénaristes. De toute façon, j'ai toujours fait rentrer sur des livres. Enfin, c'est déjà de la matière extérieure. Un livre, un scénariste, un fait divers. J'ai fait pas mal de faits divers. C'est de la matière. En fait, ça, pour moi, c'est pareil. Et je pourrais pas faire... J'ai déjà fait 11 films, je sais pas combien j'en ferai à la fin de ma vie, mais j'ai pas de quoi faire 11 films sur moi. Hein. Pas du tout. Bah, pour faire le lien entre les personnages et vous, j'ai une citation qui vient de Psychologie Magazine, justement, sur la foi. Pour moi, la foi est vitale, elle est dans toute chose. Il faut bien avoir... oui, bien sûr. Il faut bien avoir foi en quelque chose pour vivre, foi en l'homme, foi en l'histoire d'amour qu'on est en train de vivre. Je ne pourrais pas faire du cinéma depuis 25 ans si je n'avais pas la foi en moi en tant que cinéaste. Bah ouais, c'est super. Bah voilà. Pour moi, c'est aussi un peu l'histoire de vos personnages, c'est assez beau. Enfin, on parlait de cohérence. Finalement, il y a toujours quelque chose, même si vous faites des films très différents, qui à chaque fois surprennent. Ah ben là, il y a un contexte à cette réponse quand même. C'est parce que j'ai fait un film sur la religion, sur la foi. Donc on peut les appliquer à... Donc je cherchais des liens, comme je suis pas croyant, et puis les gens étaient quand même un peu intrigués que je fasse un film. Ce qui est très bizarre d'ailleurs, parce qu'il faudrait être croyant pour faire un film sur la religion. Donc voilà, je raccrochais ça. C'était évident, moi, en parlant de la religion, enfin voilà, je parlais du film, c'était bien au-delà de la religion, mais alors du coup, oui, mais ça peut être l'inverse aussi, ça peut être des... Ah mais c'était bienveillant, hein. Oui, non, je sais, mais en quoi ça serait lié au personnage? Bah parce que vos personnages ont toujours une notion de foi, on parlait d'existentialisme, de où nous en sommes, il faut qu'ils aient foi en quelque chose pour avancer. Ou l'inverse, le manque de foi. Voilà, c'est rapporter la foi. Il y a beaucoup de gens, dans mes personnages, il y a beaucoup de gens... Il y a des personnages sombres, hein. J'ai traité beaucoup de choses sombres, un peu de gens perdus. Enfin, j'ai fait l'histoire d'un criminel, donc quelle est la foi d'un criminel? Quand il est sur le toit à la fin, qui crie tous ces trucs marxistes, on sent qu'il avait foi en quelque chose, une utopie qui est inexistante, qui n'existe pas. Justement, ils sont bloqués quelque part, et ils se retrouvent sur le toit d'une prison à suicider quelques heures après. Je sais pas, je suis pas sûr. C'est peut-être parce que je suis jeune et que j'ai envie un peu de m'engager. Non, je pense qu'un parcours criminel comme lui, ou même l'histoire de Fortin, enfin le film que vous allez voir ce soir, La vie sauvage, c'est des faits divers. Le fait divers, c'est très intriguant, hein, parce qu'on en lit tous, on est tous fascinés par les faits divers. Quand même, la grande chose dans les faits divers, c'est qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, en fait. C'est nous, c'est comme nous, mais c'est pas nous, quoi. On se dit, c'est quand même des gens c'est très transgressif, enfin. Les faits divers, en général, si les faits intéressent la presse, c'est qu'ils sont quand même un peu exceptionnels. Il y a une transgression, sous la transgression... Alors, après, c'est particulier, parce que Souko, il était mort, donc je ne l'ai pas rencontré. J'ai lu beaucoup de choses sur lui.
Fortin, sur qui j'ai fait Fortin, donc c'est le père qui a enlevé ses 2 enfants. Pendant 11 ans, tout le monde connaît l'histoire. Pourtant, c'est une histoire connue. Non, mais voilà, c'est un fait divers qui a défrayé la chronique il y a une dizaine d'années, où c'est ce père qui est parti avec ses enfants et qui les a cachés pendant 11 années. Ils avaient 6 et 8 ans et il les a libérés quand ils étaient majeurs. Enfin, il les a libérés. S'ils m'entendaient, ils m'étrangleraient. Et eux, je les ai rencontrés, j'ai pas fait le scénario avec eux, mais je me suis beaucoup inspiré d'eux et j'ai beaucoup parlé avec eux avant d'écrire. Mais bon, il y a un désespoir. Enfin voilà, dans toutes ces histoires un peu. Je devais faire un film sur Redouane. Tout le monde a entendu parler de Redouane, Faïd. Voilà, avec qui j'ai fait beaucoup de parois à la prison, tout ça. Et ben, il y a un point commun quand même. Il y a une sorte de désespoir dans ces parcours criminels. D'envie d'évasion. Oui, mais au-delà de l'évasion, au-delà de l'adrénaline du braquage chez Redouane, de l'adrénaline de la cavale chez Fortin, ou de l'adrénaline du meurtre chez Souko, une fois qu'on va au-delà de ça, il y a une grande fêlure. Ça, c'est évident que c'est des personnages qui ont une immense fêlure. Donc je ne sais pas si on peut vraiment parler de foi. Il y a une fêlure qui est très, très tôt quoi, dans l'histoire personnelle, familiale. Donc non, je dirais plutôt que c'est des personnages qui manquent un peu de foi. Eux, en l'occurrence. Alors moi, quand vous parlez de foi, par contre, je pense beaucoup à l'avion. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu aussi l'histoire de la foi, ce film? Bah, c'est un enfant qui perd son père et qui... en tout cas, il est mystique. Et qui communique avec son père à travers le dernier jouet que son père lui a offert avant de mourir. Donc oui, il y a quelque chose de... Il y a une forme de mystique, ouais. Bien sûr. Et pour revenir à la façon dont vous écrivez vos films, donc là, vous parlez du fait que vous êtes entretenu avec la famille pour écrire Vie sauvage. Pour la prière, il me semble que quand même vous êtes allé au plus près de certaines communautés. Vous semblez quand même, voilà, pas rester dans un fauteuil dans un salon parisien, mais d'aller sur le terrain, quoi. Ah bah oui. C'est pas tout. Bah il y a des sujets qui sont... C'est pas possible, quoi. Il y a des sujets qu'on peut écrire en restant dans son lit, mais il y a des sujets, il faut aller à un moment se confronter à ce qu'on raconte, quoi. Sinon c'est... La prière, on avait commencé à l'écrire sans y aller, et c'était vraiment le scénario, c'était pas bien, quoi. Enfin, en tout cas, le scénario a vraiment pris, comme on dit, d'une plante, quoi. Il a pris racine. À partir du moment où on est allé se confronter à ça, quoi, à ces jeunes gens qui avaient vécu ça et qui nous racontaient leur histoire. Bah, soit on s'inspire de sa vie, soit on s'inspire de la vie des autres, mais si on s'inspire de rien... Enfin, moi, je crois beaucoup en l'incarnation. Pour le coup, je ne crois pas en la psychologie, mais je crois énormément en l'incarnation. Je pense que le cinéma, c'est l'art de l'incarnation. Vous y voyez une forme de nécessité. C'est pas pour rien. Il y a quand même des acteurs, des gens en chair et en os au cinéma. C'est pas comme d'aller voir, c'est pas figuratif comme la peinture. Et je pense que vous êtes tous spectateurs de cinéma. À un moment, ce qui fait qu'un film nous transporte, c'est qu'il se passe quelque chose entre l'acteur, le personnage, et celui qui filme, et le spectateur. Il y a quelque chose qui circule entre ces 4 personnes-là, en fait, je dirais. Et cette chose-là, c'est l'incarnation. Je sais pas, c'est une vérité, quoi. Pas la vérité, mais une vérité de quelque chose. C'est peut-être de ça dont vous parlez quand vous dites que le cinéma, c'est un outil formidable pour filmer l'invisible. On peut raconter des choses, mais aussi les faire ressentir. Ouais. Est-ce que c'est un truc que vous avez... C'est compliqué de commenter mes phrases. Non, mais je vais le faire pour vous, alors. Non, c'est plutôt... Ouais, non, mais moi, quand vous me citez une phrase... Non, je sais que c'est... Non, mais j'ai 2 attitudes face à une phrase. Soit je la reconnais pas, parce que ça m'arrive aussi de dire des trucs que je reconnais pas, des conneries. Donc je dis, ah ouais, je comprends pas que j'ai dit ça, et si je suis d'accord, je dis, bah oui. Ouais, là, c'est pas que... Justement, je me doutais que vous alliez encore ça, parce que c'est ce dont on parlait un peu. Mais c'est plutôt, j'aimerais savoir si ça, c'est quelque chose que vous avez découvert au fur et à mesure des films, ou c'est quelque chose que vous aviez déjà dès le premier film? Je pense que j'avais tout des premiers films, mais au fur et à mesure où je fais des films, où je parle de mes films, surtout où je parle avec des journalistes et des spectateurs, j'affine ma pensée sur... Voilà, je suis plus ferme sur mes idées, quoi. Donc je peux plus facilement énoncer les choses, en fait. Je pense que tout ça était là au départ. Dès mes premiers films, j'ai fait des choses très... C'est pour ça que même l'étiquette de naturaliste, elle me va. Enfin,
En fait, je sais pas ce que ça veut dire, mais il faut qu'il y ait une vérité. Enfin voilà, moi j'ai besoin, quand je fais un film, de me dire, quand je vois le montage et le film fini, j'ai besoin de me dire que les gens dont je parle existent. Ils ont une existence quelque part. C'est pas des objets de cinéma, c'est pas un fantasme, c'est pas une abstraction, quoi. Voilà, ça pour moi c'est très important. Je pense que j'ai toujours été comme ça, mais maintenant je peux le dire. Et c'est ça qui peut être assez inspirant dans vos films quand on est jeune apprenti cinéaste. Moi, j'ai une note, c'est pas une citation de vous, hein, c'est pas non plus une citation de moi, c'est juste que je l'ai écrit en regardant vos films. C'est le spectateur aujourd'hui est aussi scénariste. Il peut reconstituer les membres du scénario, on peut aller au minimum d'informations pour aller au maximum d'émotions. Le premier temps est celui de la fusion et de l'osmose. Oui, mais après ça demande un peu plus d'efforts. C'est-à-dire que moi j'adore les films où tout n'est pas dit, où il y a des trous de narration, il y a des vides à combler pour le spectateur. Ça c'est sûrement une des explications qui fait que je fais pas des films qui font des millions d'entrées. Mais moi comme spectateur, j'aime bien fournir cet effort. Je déteste quand tout m'est dit, tout m'est mâché, et que mon émotion est totalement guidée, en fait. Que les points d'émotion sont parfaitement définis. C'est marrant parce que je parlais du scénario, je disais que j'avais besoin que dans un scénario il y ait de l'espace pour moi, mais en fait je pense aussi que j'aime bien qu'il y ait un peu d'espace pour le spectateur. Pour entraîner une forme de participation du spectateur, finalement. De toute façon, il participe, le spectateur. Le spectateur est très très actif. Ça c'est fascinant. Je sais pas qui fait du cinéma ou pas, mais quand on est au montage, on se rend compte qu'en enlevant un dialogue, ou en enlevant une scène ou un bout de scène, la scène se raconte encore mieux qu'avec la chose qu'on croyait qui racontait la scène. C'est fascinant de voir à quel point les trous peuvent créer autant de sens et de narration que les bosses. C'est bien dit. On réfléchit à ce que vous ouais, non, mais du coup, même moi je me suis perdu. C'était quoi la question? Ah, mais non, mais vous savez, il n'y a pas de. C'est pas la question, c'est une discussion. Ok, super. Non, mais oui, je sais plus pourquoi je disais ça. Voilà, tout à l'heure, vous parliez de votre processus d'écriture. Vous disiez que vous faisiez intervenir des gens au moment, donc que vous n'écriviez pas totalement seul non plus. J'écris jamais seul. Mais dès le départ, ou est-ce que vous avez quand même un moment... Moi, j'aime pas la solitude. Ça me rend dépressif. Mais des fois, j'ai des scénaristes, j'espère qu'ils sont pas là. Non, mais des fois, j'ai des scénaristes fantastiques qui m'apportent beaucoup de matière. Comme je vais citer personne, je ne pourrai dire ce que je veux. Et des fois, j'ai des scénaristes, c'est juste des personnes de compagnie. C'est filmé en direct. Hein. Ouais, c'est parce que ça me fait des rendez-vous. Je me lève le matin, j'ai rendez-vous avec eux, ça me force à travailler. Si je suis tout seul chez moi devant mon ordinateur, je peux avoir vraiment des moments de panique absolue. Et ils sont jamais sur un conseil? Non, des fois ils sont... Il y a tout. Des fois ils sont de très bons conseils, des fois ils sont de mauvais conseils, des fois ils sont pas de conseils du tout. Des fois ils sont en forme, des fois ils sont pas en forme, des fois ils ont été formidables sur la première version du scénario, puis après il y a quelque chose qui s'épuise. Enfin voilà, vous imaginez bien que c'est pas... Et puis des fois, moi j'ai une espèce de conviction, donc je suis très devant, quoi. Je trace, et puis ils sont derrière, ils sont un peu à la traîne, et puis des fois au contraire, par exemple sur la prière, c'est un couple qui a écrit avec moi, et j'aurais jamais pu écrire le scénario sans eux, quoi. J'avais très peur du sujet, le sujet me fascinait et me terrorisait en même temps, et ils m'ont vraiment pris par la main, et ils ont écrit en fait, ils ont enclenché l'écriture. Donc là, ouais, on était déterminants. Et est-ce qu'il y a d'autres corps de métier que vous allez retrouver après pendant le tournage ou même en post-production, des gens que vous investissez déjà à l'écriture du scénario? Non. Aucun? Les gens lisent au bout d'un moment, quoi. Les gens qui vont travailler sur la suite du film, ils lisent, et s'ils ont des remarques à me faire, ils les font. C'est ça que vous appelez investir? Et dans l'écriture, carrément, qui participe à l'écriture. En fait, quand vous êtes encore vous-même pas sur une version finale, quoi. Non, mais la personne qui pour moi est sacrée d'ailleurs, et qui est très très importante, et qui est là tout le temps, et même avant l'écriture, même avant les scénaristes, qui est la personne à qui je dis tiens, j'ai une idée de film, qu'est-ce que t'en penses, et qui va être là le dernier jour de tournage, et qui va être le dernier jour de mixage, et qui va être là le jour de la sortie, qui est mon compagnon absolu, c'est le producteur. Ce soir, donc, on va projeter Vie sauvage, et si on a choisi ce film, bon, même si au début je vous en avais proposé un autre, vous m'avez dit au nom, c'est pour une raison claire, c'est la fabrication. Non, il voulait passer l'avion. L'avion, qui n'est pas du tout un film que je renie, mais qui est tellement à côté de tout un film. Et vous voulez que je dise pourquoi je voulais le passer? Parce que quand j'étais petit, dans un parc, il y a une femme qui est venue me voir, qui m'avait passé le casting. Ah, génial. Et on s'est même vu, hein.
Ah bon? Oui. Et vous m'avez recalé, je voulais en fait régler mes comptes, mais bon, pas non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Bah, je suis blond, j'ai des petits. Ouais, parfait. Il y avait Vincent Lindon comme papa, enfin bon, bref, frustration. On passe donc Vie sauvage ce soir, qui est sur la. Vous m'avez vu moi? Oui, oui, pas que les... Ah non, non, on s'est Ah ouais, vu. donc vous avez passé les tours. Bah oui. Vie sauvage. Donc un tournage assez particulier parce que dans la fabrication du tournage, moi c'est ça qui m'a un peu fasciné et on le sent quand même quand on le voit. Je sais pas si c'est parce qu'on essaye de pratiquer cet art même, mais c'est fait quand même. Pas de machinerie, pas de projecteur, on essaye de tourner sur le moment. Quelque chose qui me fait penser à la relation qu'a un cinéaste avec un directeur de la photo, un cinéaste que vous aimez, il me semble, c'est Terrence Malick qui fait avec Lubezki. Est-ce que cette expérimentation-là sur Vie sauvage, c'est pas arrivé à une forme de cinéma que vous cherchiez? Si. Non, si, absolument. Non, mais moi, l'évolution technique, c'est fou, hein, parce que je fais du cinéma depuis 25 ans, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup en même temps. Et l'évolution technique est démente depuis que j'ai commencé. Et franchement, pour moi, toutes les évolutions ont été absolument géniales. C'est-à-dire qu'elles ont toujours été dans le sens finalement d'une forme de liberté que Parce que pareil, en fait, c'est marrant, on parlait du carcan des personnages. Le tournage, le cinéma, c'est un sacré carcan, en fait. C'est pas un espace de liberté de tourner des films. C'est-à-dire que c'est très contraint. Par la technique, par les règles sociales, par le fait que les gens sont payés, salariés. Je trouve ça normal, hein. Je ne remets pas ça en question, mais d'être un créateur dans cette chose extrêmement organisée, c'est pas si simple, c'est pas un espace de liberté du tout, quoi. Bon. Une de mes obsessions, ça a été, et c'est encore, parce que ça se gagne de chaque jour, en fait, c'est jamais acquis, c'est de trouver de la liberté dans cet espace de contrainte. Et donc, pour moi, Vie sauvage, c'est le premier film que j'ai tourné en numérique. Jusque-là, j'avais tourné tous mes films en pellicule. Et pour moi, le numérique, c'est absolument un miracle. C'est un miracle. De pouvoir tourner. Voilà. De pouvoir ne pas couper la caméra, de ne plus être comptable de la pellicule dépensée, de pouvoir tourner avec très très peu de lumière, parce qu'on arrive sur des niveaux de sensibilité extraordinaires. Il y a des scènes là dans le film qui sont tournées de nuit avec juste la lumière du feu, des torches, enfin des choses qui sont quasiment impossibles à faire en pellicule. Et puis voilà, et puis de pouvoir tourner très longtemps sur les enfants, enfin voilà. Et là, en plus là, le film s'y prêtait très bien parce que donc en gros c'est un fait divers, donc c'est un père et une mère qui élèvent leurs enfants en marge de la société, pas d'école, ils vivent dans des roulottes. Pas d'électricité, rien quoi. Et puis la mère en a marre, elle trouve cette vie trop rude, elle décide de ramener ses enfants dans une vie plus citadine. Et le père dit bah non, c'était pas ça le projet. Le projet c'était d'élever nos enfants hors de la société. Donc il reprend les enfants. Parce que la garde est donnée à la mère évidemment. Donc il reprend les enfants de force et il leur réimpose ou pas. Ça c'est tout le débat du film, puisque lui dit que les enfants étaient d'accord. Sauf que les enfants avaient 6 et 8 ans. Et il les fait retourner à cette vie sauvage, justement. Et moi, j'ai dit au chef opérateur, je dis, mais tournons comme ils vivent. C'est des gens qui s'éclairent à la bougie, et ben faisons le film à la bougie, quoi. On ne va pas arriver avec des projecteurs, des rails de travelling, ça n'a pas de sens, quoi. Je trouve aussi bien quand la forme et le fond se rejoignent à un endroit, quoi. Voilà, Et donc, on a tourné le film, effectivement, à 2 caméras. Moi, j'en avais une, l'opérateur en avait une autre, et sans lumière. Enfin, je crois qu'il y a peut-être... On a sorti 3 projecteurs, c'est anecdotique. Et puis voilà, et dans la nature, et en attendant la lumière, à la lumière du soleil. Du coup, vu que les acteurs ne sont pas restreints à une scénographie à cause de tel projecteur qu'elle a là, et le fait de tourner en numérique, donc ça veut dire pas compter la pellicule qui arrive, est-ce que ça a changé votre relation avec les acteurs aussi? Non, parce que j'essayais déjà de tourner comme ça avant, en pellicule, mais ça a déverrouillé. Ça a rendu totalement possible la façon dont je tournais. Parce que quand j'ai fait Trop de bonheur avec des adolescents, je tournais déjà comme ça, mais je dépensais énormément de pellicules, je me faisais engueuler. Et ça a légitimé la façon dont j'avais envie de tourner, en fait. Voilà. Et du coup, ça pose une question sur la manière dont vous préparez votre tournage et dans quelle mesure vous savez ce que vous allez filmer. Parce que par exemple, on avait reçu Jacques Audiard qui nous disait que lui, il préparait un découpage, tout ça, mais que tout ça c'était du pipeau, c'était pour la script, pour la prod. Il ne pouvait pas savoir ce qu'il allait filmer tant qu'il n'était pas avec la caméra, le comédien dans l'espace.
Ouais, mais je comprends. Enfin, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est la révélation. C'est la révélation du film. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai pas prévu. Mais ça m'empêche pas de travailler quand même énormément. Parce que je trouve que l'imprévu arrive sur énormément de travail, en fait. Donc, je peux tout préparer, savoir au millimètre près ce que je vais faire. Mais ce qui m'intéresse, effectivement, c'est ce que je n'avais pas prévu de faire. Mais c'est un chemin entre les deux. Et par exemple, L'Avion, qui était un film avec des effets spéciaux, il avait fallu que je storyboard chaque plan et tout ça, et c'était horrible pour moi. C'était vraiment une expérience terrible, parce que toute la journée, je voyais des techniciens avec le nez sur le truc, là, sur les dessins. Puis le jeune acteur. Ils ne me regardaient pas, ils étaient tout en train de regarder les dessins, et dès que j'avais une idée, ils disaient, oui, mais c'est pas comme ça sur le dessin. Alors je disais, bah oui, mais on peut pas faire autrement que le dessin. Enfin bon, voilà, c'est pas possible que tout soit prévu, en fait. Évidemment, si dans le public il y a des questions, nous sommes là avec le micro. On vous entend, hein, si vous gueulez. Mais vu que c'est enregistré. Bonsoir. Bonsoir. Mais alors du coup, vous avez dit que dans pas mal de vos films, vous êtes inspiré de personnages existants, que ce soit Roberto Succo, que ce soit pour Vie sauvage ou même pour La prière. Et lorsque je pensais, parce que Roberto Zucco, moi, parce que je l'ai connu d'abord avec Roberto Zucco de Bernard-Marie Coltès, et Bernard-Marie Coltès, quand il découvre le visage de Roberto Zucco, c'est dans le métro sur une affiche avec marqué avis de recherche, et il tombe fou amoureux de ce personnage, et il décide donc d'écrire une pièce sur lui, qui est sa dernière pièce et qui est peut-être même sa meilleure pièce. Je voulais savoir si vous, toutes ces inspirations que vous avez pu avoir, qu'elles soient pour La prière, pour ces jeunes, ou La vie sauvage, du coup oui, c'est les deux que vous avez rencontrés. Est-ce que vous avez eu besoin de tomber amoureux de ces sujets ou de vos inspirations? Est-ce qu'il, pour écrire un bon film et pour avoir un bon scénario avec un bon caoutchouc, il faut justement tomber amoureux de ce caoutchouc? Je sais pas. Je peux pas. Enfin, il faudrait que je réponde cas par cas, quoi. Mais Succo, par exemple, je suis l'anti-Coltès, c'est-à-dire que je me suis toujours totalement défendu de la moindre identification au personnage. Il faut rentrer pour répondre, il faut presque que je rentre un peu dans le concret, quoi. La première fois que j'ai entendu parler de Roberto Succo, c'était les frères Tagliani avaient laissé tomber la pièce de Coltès, donc le projet circulait. Il se trouve que je travaillais chez les coproducteurs français à l'époque, et ils m'ont dit, c'est ce que ça t'intéresse. J'ai lu la pièce, j'ai dit, mais il n'y a pas matière à faire un film. C'est-à-dire que je ne comprenais pas l'histoire, en fait. J'ai dit, ah oui, ok, Coltès a fantasme sur ce personnage, et il en fait une espèce de figure d'ange démoniaque. Mais je ne comprenais pas. Je comprenais pas ce qui était arrivé concrètement à ce personnage. Et puis j'en parle à je ne sais pas qui me dit, mais dis, il y a une journaliste qui a retracé le parcours de Roberto Succo, et c'est génial, c'est extraordinaire. Et donc j'ai lu ce bouquin qui ferait penser à 200 froids de Truman Capote, c'est-à-dire qui est vraiment l'autopsie c'est une enquête. Elle a rencontré vraiment les policiers, les juges, la fille qui tombe amoureuse de lui, enfin les gens qui l'ont croisé. Et à partir de là, elle a fait un espèce de portrait de lui. Et ce qui m'intéressait, en fait, c'est le travail de cette journaliste. C'est-à-dire que je me suis inspiré de ce travail-là et j'ai voulu faire en film ce portrait-là, en fait. Mais j'ai jamais traité une scène de son du point de vue de Roberto Succo et j'ai vraiment jamais essayé de l'héroïser d'aucune manière. Ce qui m'intéressait, c'était lui. C'était de comprendre, quoi. Voilà. Mais par exemple, vous disiez pour La prière, vous n'avez pas réussi à écrire avant d'aller là-bas et de les rencontrer, de les voir. Et du coup, il y a quand même une relation qui est humaine. Si c'est pas amoureux, au moins humain, quoi. Ah ben évidemment, il faut qu'il y ait une empathie, il faut qu'il y ait... Dans le cas de Succo, c'est pas une empathie, c'est une fascination, une interrogation. Mais La prière, par exemple, c'est intéressant parce que j'ai rencontré des tas de tous ces jeunes gens qui ont vécu ces expériences. Ils m'ont parlé, ils m'ont raconté leur histoire, c'était très, très, très émouvant. Mais le personnage, je l'ai inventé. Je ne me suis pas inspiré d'un en particulier. C'est-à-dire qu'on a écrit un personnage vraiment de fiction, quoi, à partir de ça. Mais on s'est nourri de ces témoignages. Mais bien sûr, il faut être touché. Dans le cas de Succo, c'est un peu un cas extrême. Hein. C'est compliqué, c'est comme un assassin qui a tué 7 personnes, dont ses 2 parents. C'est bizarre juste de dire, ah, je suis touché, je suis tombé amoureux. Enfin, pour moi, Coltès, s'il dit qu'il est tombé amoureux de Succo, c'est qu'il ne connaît pas son histoire. Il est tombé amoureux d'un visage, d'après ce que vous racontez. De toute façon, il a pas écrit les mêmes meurtres dans la pièce, c'est vraiment une fiction, c'est pas les mêmes meurtres. C'est un poème. Donc c'est autre chose. Les 2 choses que les gens connaissaient de Roberto Succo à l'époque du fait divers, c'est son visage et le fait qu'il avait fait effectivement le zouave sur les toits de la prison, où il disait « je suis un marxiste, je suis un machin, machin ».
Et voilà, et donc tout le monde s'était dit, ah, c'est un révolutionnaire, c'est un ange déchu, etc. Mais quand on connaît son histoire, c'est pour ça ce que vous disiez sur la prison tout à l'heure, c'est rien, c'est du cirque, ça. Il fait un show pour la presse. Toutes les caméras sont en bas. Il fait un show. Parce que comme tout criminel, il a cette perversité de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. C'est comme un truc de survie. Et puis en fait, il veut surtout s'adresser à cette fille qu'il a trahie, à cause de qui, voilà. Et c'est surtout, moi j'ai voulu faire cette scène pour le moment où il s'adresse à la fille. Mais j'y crois pas du tout à son discours marxiste. Et ce qui est marrant, vous dites que lui non plus. Vous vouliez pas que ce soit un héros, mais j'ai appris en allant sur la rubrique, je ne la connaissais pas, sur Allociné secret de tournage, qu'il y avait quand même des policiers qui vous avaient reproché d'être trop empathique avec lui, et qu'il y avait quand même eu un petit comité de policiers qui avait fait un communiqué pour vous dire comment c'est possible. Ah ben, même beaucoup plus que ça. Il y a eu un... Oui, mais... Voilà, c'est une longue histoire. Comment on filme, quoi, du coup? Non, mais c'est une longue histoire. Parce qu'effectivement, on a fait le film, on a été assez discret, on a échangé là, et puis le film s'appelle Roberto Succo, c'était peut-être ça l'erreur, c'est que le film avait le nom du criminel. Jusque-là, tout allait bien, mais les problèmes ont commencé quand le film a été sélectionné à Cannes. Et là, voilà. C'est-à-dire qu'avec un sujet comme ça, un peu brûlant, tout à coup, cette lumière, ça devenait compliqué. Et notre malchance, c'est qu'en fait, Roberto Succo, il a tué 2 flics, dont un à Toulon. Je suis obligé de rentrer dans le détail, parce que sinon, c'est pas compréhensible, cette histoire. Et il se trouve que le collègue de ce flic tué à Toulon avait été transféré à Nice. Et Nice, c'est le commissariat qui est chargé de la montée des marches à Cannes. Donc la veuve du flic tué a entendu... Ils n'avaient pas vu le film. On a entendu parler qu'il y avait un film qui s'appelait comme ça, en hommage, enfin, portant le nom de l'assassin de son mari. Et donc les policiers ont demandé à voir le film en urgence, en menaçant de nous empêcher de monter les marches. En gros, c'est ça l'histoire. Et quand ils ont... mais tout ça, c'était avant de voir le film, donc on leur a envoyé le film, il y a eu tout le commissariat de Nice à regarder le film, et ils ont conclu que le film était pas réprochable. Enfin, ils ont dit non, que c'était pas un film à la gloire d'un tueur, et que le film était tout à fait sérieux, documenté, etc. Et montrer les choses comme il fallait les montrer, au détail près, mais ça, ils n'ont pas pu le... Le problème, c'est que le flic a été tué en courant d'une balle dans le dos, c'est-à-dire qu'il s'échappait. Et ça, c'est une chose, c'est pas possible dans la police. Sauf que c'est comme ça que c'est montré dans le film, et c'est la réalité, donc ils ne pouvaient pas attaquer le film là-dessus. Et voilà, et donc et à la fin, donc la chose qu'ils ont dit, mais voilà, le simple fait que le film s'appelle Roberto Succo, c'est très choquant, etc. Mais bon, ouais, ils nous ont laissé monter les marches. Moi, je pensais qu'en fait, il y a eu un problème de lecture, et qu'entre votre point de vue à vous, de absolument pas vouloir faire un film rendant héros un meurtrier, et ce qu'aurait vu la police, mais en fait non. Mais c'est le cas. En fait, la police a convenu que le film n'héroïsait pas Roberto Succo. Bon bah c'est bien. Tout est bien qui finit bien. Allez. Non, mais sauf que ça s'est quand même propagé, et la chose est quand même restée collée au film, cette opposition de la police. Mais la police était aussi opposée à la pièce de Coltès de la même manière. Il y avait eu des interdictions. Vraiment, c'est le sujet aussi. Le sujet en lui. De toute façon, c'est un cas étudié dans les écoles de police, Roberto Succo, et c'est un tueur de flics. Donc ça, pour la police, ça suffit. Et du coup, on peut se poser aussi la question pour Vie sauvage, donc, qui est aussi inspiré d'un fait divers, où vous prenez parti, où vous avez un petit peu, je crois, la famille préférée que vous preniez un parti clair pour ce film. Ouais. Est-ce que derrière, vous avez eu des reproches sur ce parti pris? Vous allez quand même vers le père, quoi. Pardon. C'est le père qui m'a fait beaucoup de reproches. C'est compliqué. Dans le cas de Roberto Succo, il était mort, donc c'était simple, mais j'ai eu des problèmes avec la famille Fortin, et j'ai eu des problèmes avec la communauté dont je me suis inspiré pour la prière, bien sûr. C'est-à-dire qu'à partir du moment... C'est un paradoxe, parce qu'à partir du moment où on s'inspire de... C'est compliqué pour les gens de voir leur histoire, même si elle est transposée, de voir leur histoire au cinéma. Parce que même si on a fait les choses de façon respectueuse, avec minutie, tout ça, eux, de toute façon, c'est jamais exactement... C'est une interprétation. Et puis, de toute façon, à un moment, il faut aussi dire les choses. C'est-à-dire que moi, dans la prière, j'ai voulu montrer les choses comme elles étaient, c'est-à-dire les choses bien, puis les choses plus difficiles. Et voilà. Donc le paradoxe, c'est que quand les gens ne sont pas contents, en même temps, on est déçu. Enfin, c'est très désagréable, c'est violent, quoi. C'est une violence. Et en même temps, moi, je me dis, peut-être j'ai bien fait mon travail aussi.
j'ai été courageux, je me suis pas défaussé. Quelqu'un a Est-ce qu'il dit y a une une question? question? Bonsoir, je m'appelle Marc. Enchanté. Merci. J'avais une question. Bon, vu que vous n'aimez pas parler du passé, on va parler du futur. Ça en est On où, peut parler du passé. Non, mais c'est juste, moi, la question que je me posais, c'est ça en est où le projet avec Redouane Faïd, en fait? Pour ma part, ou le projet en général? Le projet en général, ouais, enfin, le film, le quoi. projet, je sais pas, enfin, c'est une histoire très compliquée. Moi, c'est un film, un sujet sur lequel j'étais depuis très longtemps, avant même sa première évasion, donc avant qu'il soit connu, en fait. Bon, il y a eu un livre qui a été écrit sur lui, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, en fait, je l'ai connu dans un reportage qui était spécial investigation, je crois, un truc comme ça, sur des cahiers de cité, etc. Et À une époque où il était en liberté. en liberté. Ouais, d'ailleurs, il a été interviewé à visage découvert et tout. Ouais, bah, il a eu sa période médiatique dans le peu d'années de sa vie où il était en liberté. Donc moi, c'est après. Donc voilà, j'ai écrit à tout ça. Bon, enfin, toujours est-il que j'ai abandonné le projet pour des raisons pas forcément liées à lui, d'ailleurs. Et ce projet était... Les producteurs avec qui j'étais ont décidé de le confier à un autre réalisateur qui a du mal à le financer. Mais ça, tout ça, ça précède son évasion de cet été. Et depuis son évasion de cet été, il y a un énorme projet américain qui est basé sur lui, là, qui va se faire. Et donc ça condamne un peu ce film d'auteur français qui allait peut-être se faire. Voilà, en gros. Bien. C'est Michael Mann. Mais lui, je l'aime. Et lui, ouais, c'est horrible parce que quand il a été repris, finalement, je me suis dit, bah, j'ai une chance de le revoir. En fait. Je pensais que cette histoire allait mal se finir. Donc voilà, donc je suis en même temps triste pour lui qu'il soit à nouveau en prison. En même temps, c'est un garçon qui a fait beaucoup de bêtises, hein, donc je suis pas du tout en train de l'excuser. Et puis voilà, je sais que j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler un jour avec lui. Je sais pas quelle est son image comme ça dans l'opinion, si elle est très négative, mais c'est un garçon passionnant, hein. C'est un garçon très sympathique, très passionnant, très intelligent. Et moi je voulais raconter surtout les premières années de sa jeunesse, avant qu'il aille en prison. Et voilà, son histoire est vraiment extraordinaire. Enfin, il y a une partie de son histoire qui est vraiment extraordinaire. Oui, bonsoir. Moi j'avais une question par rapport à votre travail avec les comédiens. Comment vous travaillez habituellement? Est-ce que vous faites des répétitions avant? Assez concrètement, est-ce que vous travaillez avant le tournage avec eux? Est-ce que... Pas tant que ça. Pas tant que ça, en fait. Je fais beaucoup confiance au présent, quoi, au présent du tournage. Après, il y a plein de sortes de comédiens. C'est-à-dire que quand ce sont des gens, des adolescents, des enfants, des gens qu'on peut tourner, bah, je fais beaucoup d'essais quand même. J'ai besoin de voir ce qu'ils ont... Pour la prière, par exemple, c'était que des inconnus, que des jeunes acteurs qui avaient fait des tout petits rôles. Voilà. Il faut quand même que je vois si je peux construire le film sur eux, quoi. Parce que un comédien qui n'est pas là, et tout s'effondre. Hein. C'est vertigineux, quoi. Parce que quand on a le sentiment que les comédiens ne sont pas les bons, pas assez forts pour le sujet, c'est très très paniquant. Donc voilà, donc, après avec les acteurs connus c'est plus compliqué parce qu'ils sont pas très... Ils n'aiment pas faire des essais. Ils n'aiment pas beaucoup le travail préalable. Et puis il y a un rapport de force, voilà, enfin peut-être maintenant ça serait plus simple, mais une époque, voilà, c'était plutôt moi qui avait besoin de l'inverse. Donc voilà, donc il y a... Après, j'adore, sur le dernier film, par exemple, qui était à huis clos, on était assez nombreux, j'aurais voulu organiser une semaine de répétition dans la maison avant qu'on tourne. Ça n'a pas été possible, on n'a pas pu accorder les dates de tout le monde. Entre la théorie et la pratique, il y a souvent beaucoup d'écarts. Mais bon, toujours est-il que de toute façon, après il y a répétition, il y a des gens qui vont répéter vraiment le texte, après les répétitions ça peut servir. Parce qu'entre-temps, moi j'ai fait quelques films comme comédien, donc je vois aussi, je me sers aussi de ce que font les autres. Avec Joachim Lafosse, on a fait une semaine de répétition, tout le scénario, mais à inventer des choses, à trouver des choses en plus, donc ça c'est passionnant, puis lui réécrivait les scènes en fonction de ce qu'on avait joué. Donc le mot répétition, il est très vaste en fait. C'est vraiment un outil et ça dépend de ce qu'on en fait et sur dont on s'en sert, comment on s'en sert. Mais moi je suis ouvert à tout, mais bon voilà. Mais je sais qu'à un moment, la chose doit se passer le jour où on filme. Voilà. Si
ça se passe avant, si ça se passe quand on discute du scénario au café avec l'acteur, si ça se passe quand on répète, ou si ça se passe le lendemain, parce que l'acteur va vous dire « Ah, j'aurais dû la jouer comme ça, c'est pas bon. » Il faut que ça se passe le jour où on filme la scène. Et c'est ça qui est fantastique, c'est qu'il y a des gens, on a l'impression qu'ils préparent rien, qu'ils ont l'air complètement s'en foutre, et puis quand on tourne, c'est miraculeux. Et puis il y a des gens, ils ont l'air surinvestis, et puis quand ça tourne, il ne se passe rien. C'est très injuste, quoi. Je sais pas si ça... Une question qu'on peut vous poser, et vous avez la légitimité de répondre, parce que souvent les cinéastes ont un peu de mal, c'est étant donné que vous avez aussi été acteur. Pour vous, qu'est-ce que c'est un bon directeur d'acteur? Est-ce que d'être comédien, ça a changé votre travail avec les acteurs en tant que réalisateur? Pas vraiment. Mais un peu aussi, sûrement, ça m'a changé. Enfin, de toute façon, tout change. Toute expérience nous transforme un peu, et pas vraiment. Ouais. Puisque, comme vous dites, finalement, on retrouve des récurrences. Un bon directeur d'acteur, c'est quelqu'un... Ah, c'est bizarre, c'est comme un bon cinéaste, je dirais. Il y a des paradoxes, c'est-à-dire qu'il faut de la souplesse, beaucoup de souplesse, beaucoup de... Et puis il a aussi une sorte de fermeté, quoi, je sais pas. C'est un mélange d'une conviction, capable de communiquer une conviction, mais aussi de laisser beaucoup de liberté à l'acteur, de le regarder, quoi, de l'aimer, de le porter. Ça passe pas forcément par beaucoup de discours, en tout cas. Plus la sollicitude, finalement. Moi, j'ai fait pas mal d'interventions, il y a des élèves de la FEMIS. Oh bah. J'ai fait pas mal de ce qu'on appelle les... À la FEMIS, ce que je préférais faire, c'est les cours de direction d'acteurs. Les ateliers, en fait. C'est même pas de la direction, c'est pas des cours, c'est des ateliers où on fait venir des comédiens du conservatoire ou ailleurs, et puis on travaille avec les élèves. Et alors là, pour apprendre à diriger les acteurs, c'est la meilleure position, parce que moi je me mets derrière, je regarde et j'observe. Et je regarde comment un jeune réalisateur dirige un jeune acteur, et ça c'est quand même vraiment fascinant. De voir à quel point il n'y a pas de lien entre le texte et le résultat. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire à l'acteur ce qu'on veut pour qu'il le fasse. En fait, ça ne marche pas comme ça. Un acteur, c'est une mécanique complexe, quoi. Et moi, je vois, des fois... Alors moi, je me sers beaucoup de mon expérience de réalisateur quand je suis acteur. C'est-à-dire que quand le réalisateur me parle trop, je n'écoute pas. En fait. Mais parce qu'on retient qu'une chose, le cerveau de l'acteur est complètement très petit, quoi. C'est-à-dire que c'est un tel investissement émotionnel de jouer. C'est pour ça que vous faites jamais rejouer les mêmes. Ouais. Ouais, ça peut... Non, mais il n'est pas petit avant et après, il est petit au moment où on joue. C'est-à-dire que c'est pas possible de dire 10 phrases à un acteur et qu'il en retienne 10. C'est pas possible. Si déjà il retient un mot, c'est extraordinaire. Parce qu'on est dans cet état physique, émotionnel très intense comme expérience de jouer. Donc voilà, on n'est pas en état de... En tout cas moi, de réfléchir, mais je ne crois pas beaucoup à l'acteur qui réfléchit pendant qu'il joue. Donc c'est peu de choses, mais des fois la direction d'acteur c'est juste comment on dit bonjour le matin, comment on va rigoler en allant boire un café, c'est cette chose-là qu'on arrive à installer, cette chaleur, ou pas d'ailleurs qu'on arrive à installer. Moi j'ai eu des comédiens avec qui j'ai eu des conflits terribles, hein, des tensions extrêmes, avec un résultat spectaculaire. J'ai aussi eu des relations avec des comédiens où c'était très tendu, il n'y a pas de résultat. J'ai eu des ententes formidables qui ont donné des résultats géniaux, et l'inverse aussi. Donc c'est compliqué, hein. Moi je dirais que plus je fais de films, moins j'ai de théories. C'est marrant ce que vous dites, parce que Sven Nykvist, qui était le chef-op de Bergman, disait qu'en l'observant, il s'était rendu compte que la direction d'acteur passait justement par cette sollicitude. Bergman arrivait, il disait comment ça s'est passé hier, ils discutent pendant qu'elle se fait maquiller, ils arrivent sur le plateau, ils continuent à parler, il dit tiens mets-toi là, qu'est-ce que tu as mangé hier, etc. Et ça tourne, et en fait c'est ça, c'est les mettre en condition, les oui, mais ça peut être aussi faire la gueule, enfin, ça peut marcher tout. En tout cas, moi je dis que la direction d'acteur commence déjà à la façon dont on se dit bonjour le matin. D'accord. Très bien. Donc en fait, c'est une relation, en fait, tout simplement. C'est une relation humaine, en fait. Il faut qu'il y ait quelque chose, voilà. Il faut aussi que l'acteur soit un peu fan du réalisateur aussi, pour être réceptif à se laisser embarquer, faire des choses incroyables, des choses risquées, des choses s'il est méfiant, s'il trouve le réalisateur un peu naze, un peu faible, il ne va pas tenter des choses incroyables. Il va rester dans sa zone de confort. Donc je dirais que la meilleure façon d'entraîner un acteur, de lui faire des choses
difficile, ou intime, ou rare, c'est déjà d'être bon soi-même, quoi, d'être crédible. Est-ce qu'il y a une question dans le... Oui. Ah, ouais. J'ai quelques questions en ligne. J'aimerais savoir déjà ce qui vous a inspiré pour faire du 7e art. Qu'est-ce qui vous a mis sur la route du cinéma? Qui vous inspire ou quoi? Secondo, quel est le film que vous auriez rêvé d'écrire avec un co ou une co-scénariste ou à plusieurs mains? 3, le ou les acteurs qui vous ont le plus inspiré, avec lesquels vous avez adoré tourner? Et enfin, les 3 films que vous préférez. Je suis pas très bon à cet exercice-là. Vous savez, quand on me demande des listes de disques que j'aime, de bouquins que j'aime et tout, c'est le cauchemar pour moi. En plus, j'ai l'impression qu'on juge les gens à leur goût. Je trouve toujours un truc un peu bizarre. Des fois, du coup, j'ai envie de dire des trucs super ringards. Non, parce que j'ai l'impression que les gens... Non, mais là, je fais un peu à côté de votre question exprès, mais je trouve que quand les gens disent les bouquins qu'ils aiment ou les chansons qu'ils aiment, on a l'impression qu'ils le font plus des fois par rapport à ce que les gens vont en penser que par rapport à leur goût propre. C'est toujours un peu démonstratif, quoi. Non, ben, le cinéma, un peu, j'ai répondu au début, j'ai dit, voilà, il y avait pas, c'était pas que j'aimais le cinéma, mais il y avait aussi cette idée de vivre une vie un peu différente. Enfin, c'était très flou au départ, hein. Je savais même pas que je ferais des films. J'avais envie de faire du cinéma. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a des jeunes gens qui viennent me voir maintenant et qui me disent, je veux faire du cinéma. Et je dis, mais quoi? Et ils disent, bon, je sais pas, je veux faire du cinéma. Et ça m'énerve en fait, mais en fait, j'étais exactement comme eux. Donc j'ai commencé, j'ai fait du montage, puis après j'ai écrit des scénarios, mais par contre j'étais enthousiaste pour tout, quoi. Tout me plaisait, tout m'intéressait, et ça continue d'ailleurs. Moi j'adore, je suis très artisan, j'adore fabriquer en fait. J'aime bien l'étape du scénario, me poser des questions de scénario, puis après foutre tout ça à la poubelle, et le tournage, et fabriquer, et nettoyer, en plus je tiens pas en place, donc il faut toujours que je fasse quelque chose. Prendre la caméra, si je joue pas, je prends la caméra, si je joue, enfin bon. Donc j'aime bien, il y a souvent, là j'ai tourné un premier film avec une réalisatrice, justement, ça me répond sur la direction d'acteur, elle me disait toujours des théories sur les personnages, et je lui dis, mais dis-nous juste qui c'est qui rentre en premier, qui c'est qui rentre en deuxième. Et là, elle n'était pas capable de répondre. J'ai dit, tu sais, pour jouer, nous on a aussi besoin juste de savoir qui c'est qui rentre en premier, qui s'assoit, qui reste debout, qui fait cuire les œufs, qui mange les pâtes, enfin bon. Le film. Mais oui, mais quand on joue, on se pose aussi des questions comme ça. Et c'est pas parce qu'on se pose des questions comme ça qu'on se pose pas aussi des grandes questions sur le personnage. Mais elle parlait que de la psychologie des personnages, mais elle me disait jamais ce qu'il fallait qu'on fasse. Donc je dis, mais il y a aussi des choses très concrètes en fait de mettre en scène. C'est un peu, moi je dis souvent c'est de la plomberie, quoi. Il faut répondre aux questions concrètes. Et des fois par le concret on résout beaucoup plus de trucs que par la théorie. Et voilà. Et pourquoi? Alors oui, les films, les acteurs avec qui j'ai préféré tourner, bah, disons que à chaque fois que j'ai découvert quelqu'un, trouvé quelqu'un dans la rue, ou qui avait fait juste quelques rôles et que je lui ai donné un grand rôle, donc pour moi c'était un risque immense. Enfin, c'est quand même une chose incroyable de miser sur un visage qu'on ne connaît pas. J'ai eu à chaque fois l'impression vraiment d'aller au bout de ce que je savais faire. Enfin, voilà, pour moi, je l'ai fait avec La fille de l'ennui, avec Roberto Succo, avec Le jeune de la prière. Voilà, à chaque fois que j'ai trouvé un visage et que ce visage est devenu un visage de cinéma, j'ai l'impression vraiment d'être dans la création pure. Donc voilà, ça pour moi, c'est les plus grandes expériences. Quand j'ai tourné avec des acteurs connus, c'est plus compliqué pour moi parce que ils arrivent avec tous leurs films, avec leur notoriété, tout ça, et en fait c'est un peu... Je dois faire un effort en fait pour passer tout ça et voir le personnage et voir l'acteur et voir la personne. Ça me demande plus d'efforts. C'est des rapports des fois un peu plus compliqués, mais bon, il y a des acteurs connus avec qui j'ai beaucoup aimé tourner. Non, vous tournez beaucoup avec des acteurs... Connus? Ah, vous avez quand même Bah non, je casting, tourne largement autant avec des inconnus qu'avec des gens connus. Je veux dire, enfin, vous avez tête d'affiche, ça qui est souvent impressionnant. Bon, ça vient à la question d'après. Voilà, on a Yves Attal, Valérie Brunelleschi, Mathieu Kassovitz, Daroussin, même Céline Salette, quand même, elle a une filmo de dingue. Mais c'est vrai que vous les entourez toujours de gens qu'on ne connaît pas, quoi.
Ben, j'ai autant de plaisir à trouver les gens qu'on ne connaît pas qu'à tourner avec les gens très connus. Voilà. Pour dire les choses simplement. En termes juste de plaisir. Là, dans mon prochain film, il y a des acteurs connus, des acteurs pas connus. C'est une famille. Et franchement, je trouve que les gens pas connus sont aussi forts et aussi importants que les gens connus. Il n'y a pas de hiérarchie dans ma tête. Mais moi, je m'intéresse beaucoup aux figurants. C'est-à-dire que si les gens passent devant ma caméra, de toute façon, pour moi, ils sont intéressants. C'est des stars, en fait. Toute personne filmée est une star. Non, si vous cherchez des gens pas connus, des acteurs pas connus. On est là. Voilà, on est là. Et pour la prière, par exemple, on a refusé, il y a plein de jeunes acteurs dans les agences très connus, on n'a même pas voulu les recevoir, parce que souvent ils avaient fait 2, 3 films, puis c'était déjà un peu les acteurs à la mode. On a fouillé, on a trouvé des gens qui n'avaient pas d'agent, qui avaient juste mis leurs photos, posté leurs photos sur Internet. On a trouvé des gens qui bossaient, enfin bon voilà, je trouve que le cinéma... Moi j'adore aussi que le cinéma soit une maison ouverte, ouverte à la vie, que voilà, évidemment un acteur, quelqu'un qui fait carrière, c'est un acteur, c'est quelqu'un qui consacre sa vie à ça. Et moi je joue dans des films, je suis même pas ça, je prétends même pas être ça. Mais quelqu'un qui joue une fois peut être extraordinaire, ça veut pas dire qu'il deviendra un acteur. Mais moi filmer un visage inconnu, je trouve ça un peu miraculeux. C'est une dernière question. Et alors du coup, j'ai pas dit, et les films de référence, les films que j'aurais aimé faire. Pas la liste, oui, que vous auriez aimé, vous l'avez vu. Un jour, j'ai vu un film, je me suis dit, je suis jaloux, j'aurais voulu l'avoir fait. Et je me souviens plus du film. Non, parce que c'est assez rare, mais c'est un sentiment très fort. D'avoir cette jalousie, de se dire, mais pourquoi c'est pas moi qui fais ce film? Et je me souviens très bien, je me suis dit, mais le sujet c'est pour moi. Peut-être d'ici la fin, je vais retrouver. Une dernière question. En fait, moi je voulais juste savoir. Avec le micro. Je voulais juste savoir comment vous imposez en fait justement ces visages pas connus, enfin ces acteurs et actrices qui ne sont pas des nôtres. Dans vos réalisations. Bah, c'est plus compliqué. Ouais, je comprends économiquement. Économiquement, parce que. Bah oui, moi, en fait, je vais reprendre ce que j'ai dit au début. J'ai dit que j'étais un auteur un peu à la marge et puis que j'avais voulu faire des films plus populaires. Ça correspondait aussi au moment où j'ai commencé à travailler avec des acteurs plus connus, hein, pour dire les choses simplement, quoi. À un moment, après Roberto Succo, en fait, qui est vraiment le film le plus radical qui soit, parce que j'ai pris un Italien qui n'avait jamais joué, il faisait une école de design. En fait, à l'époque de Roberto Succo, c'est un bon exemple, parce que les jeunes acteurs voulaient faire Roberto Succo. Romain Duris, Guillaume Depardieu, tout ça, ils m'ont tous dragué pour faire le rôle, parce que le rôle était assez impressionnant pour un jeune acteur. Mais moi j'ai dit, mais c'est pas possible, il faut un italien, il faut quelqu'un qui a l'accent italien, ça, on va pas y croire. Alors, ils m'ont dit, ah mais je vais faire l'accent italien. Non mais on revient aussi à la discussion sur l'incarnation, sur un moment, voilà. Moi il y a un niveau de fake quand même où je n'y arrive pas, quoi. Et donc on a cherché un italien, on a vu les jeunes acteurs italiens, et puis lui il a débarqué au milieu, complètement par hasard, et il savait pas jouer du tout, il faisait son école de design à Milan, sauf que voilà, il était incroyable. Et c'est lui qui a fait le film. Mais c'était flippant. Hein. Bon, alors après, il y a l'aspect financier, c'est ça. Il y a l'aspect financier, alors ça c'est une chose, ça c'est pas que c'est aussi la qualité et la bagarre du producteur à ce moment-là. Ben, je dirais qu'il faut un sujet fort pour compenser un manque de casting. Mais moi, je trouve que le cinéma français crève qu'on voit toujours le même visage. C'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'à un moment... Moi, j'adore voir Lindon, Isabelle Huppert dans des rôles qui leur vont bien, mais de les voir dans des rôles qui leur vont pas, je vois pas l'intérêt. Et donc, le cinéma français par tranche de génération tourne à peu près autour de 400 noms, et c'est un vrai problème. Il y a une consanguinité, et puis les films finissent par pas être intéressants, et pour les cinéastes, c'est pas forcément intéressant. Donc, ce qui compte, c'est de trouver l'acteur pour le rôle. Ce qui ne condamne pas les gens connus, hein, ben voilà, dans le cas de Roberto Succo, il y avait une évidence, et puis voilà, il faut aller avec un bon scénario auprès des financiers. Mais bizarrement, Roberto Succo et La Prière sont quasiment mes films qui sont financés le plus facilement. Hein. Ouais. Comme quoi, il y a des paradoxes. La Prière, c'était très bien financé. Hein. En tout cas, vous êtes un des rares à imposer ça, et je trouve ça marrant. Non, c'est pas vrai, Jacques Audiard, il l'a fait pas mal dans ses derniers films. Philippe Faucon, il le fait tout le temps. Et c'est un cinéaste remarquable, exemplaire pour ça, parce que... Et en fait, faire un film avec un acteur pas connu, c'est un geste artistique, mais c'est aussi un geste politique. C'est un geste, c'est dans une économie, dans un système économique, c'est un geste fort. Mais il y en a plein. Keshish, c'est extraordinaire. Emmanuel Berco, ben, elle fait plus que moi le panache.
c'est moins radical. Keshish, il n'a fait que découvrir des visages incroyables. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres exemples. Léa Misius, là, avec Ava, c'était quand même pas mal de voir ces nouveaux visages. Ça, quoi, Léa Misius. Léa Misius. Non, elle écrivait avec Desplechin et elle a fait son premier film, Ava. Enfin, j'ai pas vu. Excusez-moi. Oui, et puis alors après, il y a tous les premiers films. Les premiers films, parce qu'ils n'ont pas accès forcément aux stars, les vedettes ne lisent pas les scénarios, ne s'intéressent pas tellement aux premiers films. Alors, par la force des choses, ce travail-là est fait par les jeunes cinéastes. Ils découvrent des visages, Adèle Haenel est arrivé comme ça, enfin, tous les gens connus aujourd'hui sont arrivés parce qu'un jour, un producteur et un réalisateur ont pris le risque de faire un film important avec eux. Donc c'est possible, mais moi je crois, et puis je crois qu'il y a beaucoup d'autocensure. Moi je me suis rendu compte, à un moment j'ai fait toute une série de films avec des acteurs connus, et puis je me suis dit mais pourquoi en fait, les gens, en fait je me suis rendu compte que personne ne me les imposait, je me les imposais tout seul. Et j'ai dit bah tiens je vais essayer de faire un film avec des gens pas connus, je me suis dit peut-être j'aurais pas d'argent, puis en fait non, les financements sont arrivés à peu près de la même manière. Donc il y a beaucoup de... Je crois que le système est plus... Les gens dans les télés, les gens qui financent le cinéma sont beaucoup plus ouverts à l'aventure. Eux-mêmes, ils en ont marre de voir toujours les mêmes produits. Ça commence. Je suis désolé, on nous fait signe qu'il faut commencer à diffuser le film. C'est dommage. Non, une dernière question. Qu'est-ce qui vous a amené à jouer? Le hasard. Le hasard? Ouais, j'avais fait ça avec Beauvois il y a très longtemps, quand j'avais 25 ans, et je n'avais pas du tout aimé. Je m'étais dit plus jamais. Non, pas du tout, à cause de Beauvois, que j'aime beaucoup. C'était son deuxième film, N'oublie pas que tu vas mourir. Mais j'aimais pas, on l'attendait toute la journée, je voyais pas l'intérêt, je trouvais ça complètement inintéressant. Et puis la proposition est revenue par un étudiant de la FEMIS, que j'avais eu comme élève à la FEMIS, qui s'appelle Eddie Vajman. Et il me dit, je vais faire un film, je vais faire mon scénario. Donc je le vois au café, et puis il me dit, je voudrais que tu joues le grand frère. Je dis, mais non, oublie. Et puis il a mis du temps à monter son film. Et il m'a inlassablement, il m'a proposé le truc, et à la fin, j'ai cédé. Voilà. Donc c'est vraiment, j'ai dit, tant pis pour toi, je le fais, mais voilà, si c'est pas bon, tant pis pour toi. Et puis là, vraiment, je pensais pas, parce que j'avais pas aimé ça, je pensais que j'étais quelqu'un de mal à l'aise, que j'aurais beaucoup de mal à me sentir à l'aise devant une caméra, et puis je sais pas, il y a eu je parle à nouveau de miracle, j'ai l'impression de... non, mais mais dès la seconde où je l'ai fait, j'ai commencé, j'ai eu beaucoup de plaisir. Je me suis dit, en fait, c'est possible. Donc c'était peut-être une question, c'était 20 ans plus tard, donc voilà, j'avais peut-être pris confiance en moi. Et depuis, voilà, je le fais, mais je le fais vraiment que quand on me propose des choses que j'ai très très envie de faire. Je ne le fais qu'au désir, j'ai aucune stratégie. Si ça s'arrête demain, c'est pas grave, je le fais dans une liberté absolue. Par exemple, le fait d'avoir joué dans 10% là, récemment, je vous ai vu, ouais. Ça vous a ouvert des portes ou pas? Quelle porte? Enfin, plus de portes? Je sais pas. Non. Je sais pas, c'est passé la semaine dernière. C'est un peu tôt pour tirer. Parce que, mais quel genre de porte? Parce que c'est populaire, ça passe à la télé? Ouais, voilà, exactement. Plus d'ouverture, je sais pas. C'est Mimimati qui vous a proposé un truc. Non, mais 10% ça peut rien ouvrir. Je joue mon propre rôle, on m'appelle par mon nom. Je regarde Isabelle Huppert, parce que j'ai quasiment. Voilà, parce que c'est Isabelle Huppert avec. Bon, voilà. Non, ça peut rien ouvrir. Enfin, c'est vraiment. Enfin, j'ai fait des choses comme acteur mieux. Hein. Donc, je suis plus fier, en tout cas. Bon, une question qu'on pose à tous les cinéastes que l'on reçoit en fin de discussion, qui est très simple, principalement des jeunes et des jeunes qui souhaitent devenir cinéastes comme nous. Si vous deviez donner un conseil, ou après toute cette carrière, bon, qui n'est pas finie, hein, quelque chose à transmettre. C'est pour ça aussi que parler de mes films, c'est compliqué pour moi, parce que j'ai l'impression d'être à peine au milieu du chemin. Mais où vous en êtes aujourd'hui, après 11 films, qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme tips? Un conseil. Un truc à nous dire. Un conseil pour, pour réussir. Je ne peux pas vous donner de conseils. Aucun choix vous a dit faites, par exemple. Bah oui, ça c'est un conseil génial. Mais ça, moi, je me l'applique. Hein. Quand j'ai peur, quand j'ai beaucoup de doutes par rapport à un projet, que je me dis, il faut faire, faut se planter, il faut tomber de cheval, repartir. Ah oui, non, ça, je pense que Puis faire, c'est très très désangoissant. Hein. Moi, je suis beaucoup plus angoissé quand je fais rien et que je réfléchis. C'est aussi pour ça que je fais pas trop de psychologie, parce que c'est très angoissant pour moi, là, de réfléchir. Non, faire, ouais, bien sûr, faire.
faire, essayer, tenter, ne pas trop écouter aussi. Je trouve que là, je vois beaucoup de films. Souvent, je vois des films, des premiers films, des troisième films, ou même des 10e films d'ailleurs, et je me dis, les gens, ils ont trop écouté. Il y a trop d'avis, l'acteur est trop intervenu, le producteur est trop intervenu, le scénariste aussi. C'est comme si tout était bien, mais que tout a manqué un peu de saveur, ou de prise de risque. Par exemple, moi, je préfère un film un peu imparfait, avec trop des longueurs. On dit toujours, ah, c'est bien, mais c'est trop long. Ben non, si c'est bien, c'est pas trop long. Enfin... Et puis, c'est pas grave s'il y a des longueurs, mais qu'il y a une tentative dans la longueur. Je trouve finalement le pire, le plus grand danger, c'est le formatage. C'est le lissage, c'est le fait de faire des choses un peu moyennes qui vont... Voilà, c'est le 13 sur 20, quoi. Ça, c'est terrible, quoi. Faut pas que ça soit scolaire, quoi. Il faut être un peu rebelle, faut imposer quelque chose. Ah oui, c'est ça, voilà, je me suis dit ça il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, finalement, si on me demandait la définition d'un cinéaste, c'est quelqu'un qui est capable d'imposer quelque chose. Voilà. Il faut même, quoi. Ouais, quelque chose. Aux acteurs, aux producteurs, au système, un nouveau visage, par exemple. Mais voilà, ça parce que ça c'est flagrant, mais c'est tout le temps en fait. Il faut arriver à imposer quelque chose. Il faut pas... Parce qu'il y aura toujours des gens pour vous dire, à la Fémis, j'étais frappé, à la Fémis, il y a un truc, ils appellent ça les analyses de films. Ah, il y a des professionnels qui arrivent comme ça, et qui se mettent en face de l'élève, qui lui expliquent ce qui est bien, ce qui n'est pas bien dans son film. Mais c'est dingue, quand on y pense. Voilà. Pourquoi son avis est plus intéressant que celui de son camarade, ou de celui de sa mère, ou de son cousin. Enfin, le cinéma, c'est une chose hyper vivante, hyper... Il n'y a pas de gens habilités à dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc il faut, au contraire, il faut que ça échappe. Merci beaucoup. Merci.